Salut toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Katia Finance. Aujourd'hui, on va discuter avec magnifique Aline de The Beboost qui va nous expliquer comment elle a réussi à lancer son business sur Internet en partant de zéro et en seulement 15 mois, elle atteint les paliers symboliques de 25 000 euros par mois. Elle va nous parler de comment l'éducation financière dans sa famille, son mindset, sa capacité de se auto-coacher a contribué à tout ce succès-là, tout en étant femme et en partant des zéro, réellement sans aucune connaissance dans le domaine. Donc, reste avec nous, n'oublie pas de liker ces vidéos et abonne-toi à ma chaîne si les vidéos te plaisent. On se dit à tout à l'heure. Bonjour Aline et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis super ravie de te voir et faire cette interview avec toi. Merci Katia, je suis trop contente d'être là aussi, trop contente que tu m'aies invitée. Super. Je te laisse te présenter à la limite. Dis-nous où tout est commencé, quelles sont les différentes activités que tu as faites dans le passé et ça nous intéresse d'aller dans les détails. Super. Alors aujourd'hui, déjà pour remettre the big picture, je suis coach business. Donc là, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs pour accomplir leurs objectifs, que ce soit des objectifs financiers, des objectifs en termes de clientèle, de développement, de résolution de problèmes, etc. Mais c'est vrai qu'avant ça, après mes études, donc j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de cinéma, après de marketing, mais ça m'a pas du tout plu et je me suis très vite barrée. Et ensuite, je suis partie 1 an à New York Ok. parce que c'était mon rêve de petite fille à l'époque. Et comme j'ai toujours voulu être entrepreneur, en fait, quand je suis rentrée en France, donc là, c'était en 2015, je voulais être entrepreneur. Donc, j'ai travaillé comme caissière pendant 6 mois pour mettre de l'argent de côté. Et après, je me suis lancée à mon compte dans la photographie. Alors, c'est là, on va aller dans les détails. Donc, du coup, tu reviens en France, tu démarres à zéro. Tu n'as pas Tout de à fait. CDI, tu n'as pas de revenus qui rentrent. Tout de suite, vu qu'il faut gagner de l'argent pour payer son loyer, tu prends les travaux dans les supermarchés, mais tu as déjà cette idée que tu vas devenir un entrepreneur. Est-ce que tu sais à l'époque qu'est-ce que tu vas faire? Oui, j'avais déjà une idée assez précise parce qu'en fait, quand j'étais à New York, j'ai travaillé comme retoucheuse photo pour un magazine de mode et ça m'a tellement plu, j'ai tellement aimé, je me suis dit, bah, je veux faire ça en rentrant en France. Bah, d'ailleurs, il y avait eu une vraie question à l'époque parce qu'on m'avait proposé un visa pour rester aux États-Unis. Donc, il y avait eu tout un dilemme, est-ce que je reste là-bas, est-ce que je rentre? Mais je suis rentrée par amour à l'époque. Donc, je me suis dit, ce métier-là, je peux le faire aussi bien là-bas qu'ici. Donc, allons en France, allons retrouver monsieur. Ok, très bien. Donc, tu arrives, tu commences à faire ce métier. Est-ce que ça dure très longtemps? Ouais, ça a duré 4 ans à peu près, Ah oui, quand même. Donc là, on était sur 2000, tu m'as jusqu'en dit. 2019. Et en 2019, tu décides à changer l'activité. Exactement, à passer coach business. En fait, alors j'ai décidé, bien sûr, mais c'est surtout, on va dire que j'ai suivi les opportunités. Quand j'étais retoucheuse, bah, tu sais, quand tu es freelance, des fois, tu as des moments avec plein de boulot, tu as des moments où il n'y a pas de boulot. Et moi, j'aimais bien les moments sans boulot aussi, ça me permettait de me reposer. Mais comme je ne savais pas trop quoi faire, j'avais démarré un petit blog pour donner des conseils aux autres freelances, pour se faire connaître, trouver des clients, etc. Et en fait, ce blog qui s'appelait The Bee Boost, Ok. il a commencé à bien marcher, bien fonctionner. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah, peut-être que ça pourrait être intéressant de quitter le freelance pour faire ça à temps plein parce que j'aime beaucoup échanger avec d'autres entrepreneurs. À la base, c'était un projet qui devait se faire sur le long terme. Donc, c'est-à-dire je devais passer sur Beboost à temps plein en 2020, tu vois, donc à peu près maintenant. Sauf que il s'est passé plein de choses. J'ai fait un espèce de séminaire en développement personnel et on nous a tellement botté les fesses que j'ai dit non, je vais le faire tout de suite. Et du coup, en été 2019, j'ai décidé de passer à temps plein sur Beboost. Donc, tu lançais ton activité en juillet 2018, je crois. En l'été 2019, tu passes à temps plein. Donc, on a passé à zéro, où c'était un petit blog, où c'était même pas un blog, c'était un compte Instagram, en fait, où tu commençais à partager les conseils avec les autres. Euh, Exactement, ouais. à ton activité à temps plein. Est-ce que tu te connaissais à l'époque, en fait, tu savais démarrer un business sur Internet, être coach business Absolument pas. Alors, quand j'ai commencé Beboost, donc là, c'était en été 2018. Donc, j'étais encore en retouche photo à côté. J'y connaissais mais rien. Pour moi, le blog, c'était le Skyblog qu'on avait quand on était petite, tu vois. Mais quand j'ai commencé à faire un blog, puis j'étais trop contente parce que je pensais que j'étais la seule à faire ça, que j'avais trouvé un trop beau truc. Enfin, je connaissais pas tout cet univers. Puis après, tu sais, tu te prends au jeu.
Et tu dis, bon, bah, comment je peux améliorer ça? Comment je peux me faire connaître? Donc, tu commences à faire des recherches sur comment on se fait connaître quand on a un blog. Et du coup, tu tombes dans le milieu du web marketing et tu découvres ça. Et du coup, j'ai appris, en fait, en quelques mois au fur et à mesure. OK. Je crois qu'il y a les 2 choses qui vont nous intéresser, c'est à la fois c'est lancer en freelance, donc tu renonces à la sécurité d'emploi, tu renonces à potentiellement un chômage ou tu as ton salaire à la fin du mois, tu es en mode pépère en fait, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu as quand même, un revenu qui va rentrer ou une fraction des revenus au chômage, arrêt maladie et cetera. Donc ça va être les premières choses, on peut en parler et deuxième chose, développer une activité sur internet en seulement 1 an pour pouvoir en vivre aujourd'hui. On va parler d'argent, tout simplement. Mais je suis trop contente, j'adore parler d'argent. Bah super, ça tombe bien. Donc, on va commencer avec les premières parties. Freelance, sécurité d'emploi, peur de ne pas avoir à la fin du mois. Est-ce que tu as les parents qui t'aident aujourd'hui? Est-ce que tu as eu en sécurité? Alors, bon, mes parents m'ont aidée quand j'étais étudiante, mais le jour où j'ai décidé de faire ma vie, c'est-à-dire de partir à New York et après de revenir, d'être caissière, etc., là, ils m'ont dit, bah, c'est ta vie, voilà, stop. Ça a toujours été on va dire, le deal dans ma famille. Mes parents nous ont toujours pris en charge, ils nous ont dit, on vous prend en charge jusqu'à la fin de vos études. Parce que les études, c'est important, donc vous faites les études que vous voulez et nous, on prend ça en charge. À partir du moment où vous décidez d'arrêter vos études, c'est pour votre peuple. Ok, donc ça, tu savais à l'avance, à la limite. Oui, ah oui, c'était très très clair, ouais. Tu n'as pas eu peur, en fait, de te lancer et à commencer cette activité des freelances? Mais pas vraiment parce que déjà, pour moi, c'était évident que j'allais être à mon compte, que j'allais être entrepreneur. Je répétais à ma maîtresse quand on était à l'école, quand on était petit, je serai chef d'entreprise plus tard, tu vois. C'est Mais quand vrai? je voulais être maîtresse et tout, moi, je disais, je vais être chef d'entreprise. Donc, en fait, toujours, je me suis jamais posé cette question-là. Et ensuite, j'ai pas vraiment connu de salariat, enfin, à part les quelques mois en tant que caissière, mais c'est pas non plus la folie furieuse, Non, quoi. c'est pas très Voilà. représentatif, non? Donc, j'ai jamais été dans un contexte où j'avais un vrai beau salaire tous les mois avec plein d'avantages, la mutuelle, la sécurité, machin. Enfin, donc en fait, ça peut pas me manquer aujourd'hui, ça peut pas me faire peur vu que c'est pas quelque chose que j'ai connu. Et les deuxième parties, on va aller vers les parties parlantes d'argent. Activité à zéro, revenu zéro. Donc, tu fais les chiffres, retoucheuse photo vers activité Baby Boost. Mhm. OK. Et tu commences à développer ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu passes les paliers, on peut dire symboliques, des 5 000 € assez rapidement? Le premier mois, Les premières, tout de suite. tout de suite. En fait, comme Beboost, ça existait depuis déjà presque 1 an au moment où je suis tombée à temps plein dessus. Même si je vendais pas de coaching avant, j'avais eu le temps de commencer à en parler à ma communauté. J'avais plein de gens qui étaient intéressés. J'avais presque une liste d'attente. Donc, en fait, dès le premier mois où j'étais à temps plein et où j'ai ouvert les inscriptions de coaching, j'ai vendu pour 5 000 € de coaching. OK. Est-ce que ça te fait peur de gagner autant? Alors, non, ça n'a pas fait peur. Bon, il y a eu d'autres blocages qui sont arrivés plus tard, mais sur le moment, ça n'a pas fait peur parce que 5 000 €, c'était des factures que je faisais souvent en tant que freelance. Voilà, je faisais des factures sur des gros montants pour des grosses boîtes. Donc, ça m'a pas. Alors, il y avait une pression parce que c'est un nouveau métier, il faut être sûr que les résultats soient là, etc. Forcément, donc j'avais plus peur par rapport à ça, mais j'avais pas du tout peur de la somme d'argent parce que je savais très très bien que ça valait ce que je demandais. Tu vois d'où vient mon question en fait et pourquoi je t'ai pas pose ça comme question pour les chiffres. Ça peut paraître un peu bête, mais facturer pour les premières fois 5 000 €, peut-être c'était pas une facture de 5 000 €, c'était plusieurs factures à 1 000 €, etc. Ça peut quand même faire peur. Donc pour toi, c'était déjà quelque chose que tu as fait, donc pas de blocage sur ce niveau-là. Par Alors, pas contre, sur. Pardon, ouais, vas-y. vas-y. À toi. En fait, c'est des blocages que j'ai vécu quand j'étais en freelance. Tu vois, la première facture à 1 000 €, donc la première facture à 4 chiffres. Ensuite, la première facture à 5 chiffres, donc une facture de plus de 10 000 €. C'était très difficile pour moi de les faire. Mais quand j'ai démarré Bibou, c'est c'est des montants que j'avais déjà facturés plusieurs fois en tant que freelance, donc j'avais dépassé ce blocage-là. Comment tu dépasses notamment des blocages comme celui-là? Sur le moment, franchement, j'ai beaucoup procrastiné. C'est le genre de mail, tu sais que tu dois envoyer ton devis ou que tu dois envoyer ta facture et tu n'oses même pas l'envoyer parce que tu as peur, tu vois, tu dis c'est un trop gros montant, ils ne vont jamais accepter et tout, alors qu'ils sont d'accord, tu vois. Ah oui, carrément. Donc ouais, je crois que des fois, je passais genre pendant 3 semaines, on me réclamait le devis, moi, je n'osais pas l'envoyer parce que j'avais peur. Enfin, c'était vraiment à ce niveau-là. On te réclame en fait de facturer, à la limite, tu vois, on te réclame, Et prenez c'est nos ça. argents en fait. Mais en plus, tu sais, à l'époque, c'était pour des grosses boîtes du style L'Oréal, Yves Rocher, des choses comme ça. Mais pour eux, c'est rien, 5 000 C'est €. peanuts, C'est un honnêtement. grain de poussière, quoi. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'envoyais pas ma facture pour pouvoir me payer. Et,
Et je pense que ouais, je procrastinais au moment où j'arrive et là, je me mets moi-même une tape dans la tête et je suis non mais Aline, arrête, tu es en train de faire n'importe quoi, prépare le truc, appuie sur envoyer et on n'en parle plus. Et c'est ce que je faisais. Alors je transpirais, j'avais le cœur qui palpitait, mais j'ai envoyé. Puis alors la première fois, ça fait très peur, la deuxième fois un peu moins, puis au bout de la troisième, quatrième fois, tu t'habitues. Ouais, on est d'accord que ça devient une banalité en fait. On imagine toujours les choses, mais on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on l'a fait trois fois, et ça devient notre réalité normale. Je peux facturer 5 000 euros. Ok, Exactement. je peux facturer 10 000 euros. Par contre, j'imagine à l'époque ou peut-être aujourd'hui, facturer 30 000 euros, comme on dépasse en fait ces chiffres, là, ça va faire peur. Là, c'est plus les références à tous les gens qui, voilà, qui hésitent peut-être à franchir les paliers, surtout pour ceux qui lancent les business pour les premières fois, même les factures de 50 euros, 200 euros, etc. Ça peut faire peur, mais une fois tu l'as fait, hein, il n'y a rien qui s'est passé mal, tu n'es pas mort, il n'y a personne de L'Oréal qui est venu te voir en disant aïe aïe aïe, tu vois. Ok. Et tu m'as parlé tout à l'heure de l'autre blocage qui se sont développés. C'était quoi du coup? Avec The Bee Boost, les autres blocages, alors j'en ai plein qui se sont. Tu veux que je te les raconte tous? Tu veux que je te raconte le plus gros? Comment ça se passe? Allez, on y va avec les plus grands. Alors, ok, le plus gros en plus, c'était assez récent, donc ça date de avril 2020. Ouais, c'est ça. Enfin, j'en ai plein en tête, mais je vais te parler de celui-ci. Donc, en fait, en avril 2020, il s'est passé plein de choses. En fait, à la fois, j'ai commencé à récolter les fruits des efforts que je faisais depuis plusieurs mois. Il y a des circonstances. Avec le Covid, j'ai eu beaucoup de demandes de coaching, d'accompagnement. J'ai fait des promotions. Enfin, en gros, il s'est passé plein de petits trucs, mais qui ont fait que j'ai fait un énorme mois à 25 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois d'avril 2020. Ok. Donc, si je résume, du coup, je me suis rendu compte qu'entre septembre 2019, où je suis partie à zéro, et avril 2020, où j'étais à 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça fait wap d'un coup. Et j'ai commencé à me sentir très mal à ce moment-là et à développer un vrai syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Ah oui, carrément en fait. Ouais, mais vraiment, je me suis dit, alors ça a duré quelques jours, c'était pas très grave, et puis vraiment, j'ai travaillé dessus, etc. Mais je me suis dit, mais c'est pas normal de faire autant d'argent aussi facilement, c'est pas normal, il y a un problème, quelqu'un va venir me le prendre, ça va pas se reproduire, enfin, tu vois, c'était vraiment. C'est vraiment une croyance très forte. D'où vient cette croyance en fait? Pourquoi on ne peut pas faire de l'argent facilement? Ben, je pense, alors là, ça vient clairement de mon éducation, hein. On va parler d'éducation dans les familles dans ce cas-là. Donc là, tu te sens mal, tu vois tes blocages qui sont en train d'exploser en fait. Tu fais quoi? J'arrive à m'auto-coacher sur la question maintenant, donc c'est vrai que ça a été une sensation pas du tout agréable pendant quelques jours, mais vraiment, du coup, à chaque fois, je me posais un peu comme si je faisais de la méditation, puis j'analysais les émotions que je ressentais, pourquoi je me sentais mal, est-ce que clairement, factuellement, il y avait de quoi se sentir mal, enfin, tu vois, ce genre de choses comme ça. Et puis, en fait, avec la logique, en faisant revenir la logique et le rationnel dans ma tête, je suis arrivée à apaiser les émotions et aujourd'hui, tout va bien par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a été une grosse vague qui m'est arrivée, une grosse vague d'argent qui m'est arrivée sur la figure et du coup, une grosse vague de culpabilité en même temps. Là, c'était les plus grands. D'autres choses? J'avais déjà vécu un petit truc du même genre au mois de février 2020. Pareil, beaucoup d'argent qui arrive en même temps pour pas beaucoup d'efforts. Et donc là, pareil, je suis retombée dans ma croyance de j'ai pas beaucoup travaillé, c'est pas normal que je fasse beaucoup d'argent. Éducation dans les familles, hein. C'était quoi l'éducation financière dans les familles? Alors, je pense qu'on va bien se marrer. Enfin, on en a déjà un petit peu parlé, toi et moi, en off. Mais effectivement, je pense que j'ai reçu à la fois la meilleure éducation et en même temps, pas la pire, parce que pour moi j'adore, mais la plus bizarre. Comme je t'ai dit, ma mère était fonctionnaire en hôpital public. Ma mère, c'est presque la communiste de la famille, où genre tous les autres doivent passer avant nous. On doit toujours donner aux pauvres. Plus on a d'argent, plus on doit être pauvre parce qu'on donne tout aux gens, etc. Et en face d'elle, tu as mon père qui est un entrepreneur des années 80 qui est en mode non, il faut faire de l'argent, il faut économiser, il faut investir, il faut trouver les bonnes, tout en restant dans la légalité, mais trouver les bons filons pour pas être trop imposé sur notre argent, etc. Donc en fait, j'ai eu ces deux extrêmes. Et il y avait une expression que j'avais entendue que j'aime beaucoup, c'est un peu, moi je dis toujours, j'ai grandi avec le cœur à gauche et le portefeuille à droite, tu vois. Oui. Mais voilà, c'était vraiment les deux extrêmes. Et alors, voilà, je t'imagine même pas, je te dis même pas les discussions politiques à table le dimanche, quoi. Ouais, j'imagine parce que tu te souviens, la première question que je t'ai posée, est-ce que tes parents, ils sont toujours ensemble? C'était la première question en fait, de Ouais. savoir est-ce que ça
ils arrivent à faire marcher cette différence entre eux et au bout d'un moment, ça n'a pas marché. Donc, clairement, tu m'as dit que tes parents sont toujours ensemble. Je suis ravie pour ta famille, c'est bien. Maintenant, c'est du niveau d'éducation. Honnêtement, pour moi, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, les livres sur l'éducation financière. Si tu l'as commencé, je crois, il faut que tu les lises jusqu'à la fin parce que c'est génial et c'est exactement ça. Tu as les Père riche, Père pauvre, d'où école d'éducation financière, de manière de penser. Maintenant, dans ta tête, dans ta famille, donc tu as aussi cette Père riche, Père pauvre, non, sauf là, c'est ta mère versus ton père. Père riche, mère pauvre. Oui, voilà. Mais comment, c'est quoi leur influence sur ta personnalité en fait? Comment ça t'a peut-être aidé ou n'a pas aidé dans tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce que clairement, ça doit avoir des impacts énormes. Oui, ouais, franchement, oui. Je pense que j'ai eu du mal à trouver, moi, mon identité, mon équilibre entre les deux. Je travaille encore dessus, même si je me sens beaucoup plus à l'aise. Enfin, j'essaie vraiment j'aime l'argent, donc de gagner le plus d'argent possible, mais tout en gardant un côté altruiste. Donc là, qui vient clairement de ma mère. Je t'avais raconté cette anecdote, parce que quand j'ai dit à ma mère pour le mois à 25 000 euros, sa première question, c'était à qui est-ce que tu vas faire une donation? Tu vois? Direct, quoi. Ouais, en fait, Une ouais. de ses bon, elle l'a pas exprimé comme ça, mais c'était clairement la première question qu'elle m'a posée, genre comment tu vas te servir de cet argent pour aider les gens, quoi. Donc en fait, voilà, j'essaye d'avoir ce côté, on gagne de l'argent, on fait grossir le business, on fait grandir la chose, etc. Tout en continuant à s'occuper des autres et à donner soit de son temps, soit de ses connaissances, soit même de son argent pour aider la société, aider notre prochain, etc. Au quel moment ça a commencé? Est-ce que tu as commencé à développer cette vision à partir des moments où tu as commencé à gagner les revenus confortables ou ça a toujours été comme ça? Je pense que ça a toujours été comme ça, mais pas sous la même forme. Tu vois, déjà dès le début avec Beboost, ma volonté c'était d'aider les gens. Tu vois, c'était quelque chose qui était très fort avec moi, donc c'était aider avec le contenu, aider avec mon temps, etc. J'ai fait plein de sessions de coaching gratuites. Enfin, j'en fais encore aujourd'hui quand je vois vraiment quelqu'un qui est dans la détresse et que j'ai envie de l'aider parce que je sais que j'ai la capacité. Donc au début, c'était vraiment du don en termes d'expérience et en termes de temps. Et aujourd'hui, on est en train de basculer sur des questions de don en termes d'argent. Qu'est-ce qui c'est argent pour toi? La liberté. Ok, ça veut dire quoi les libertés? Bah, alors, l'argent, pour moi, par rapport à ça, c'est la liberté, c'est-à-dire la liberté de pouvoir faire un petit peu ce que je veux, quand je veux et surtout où je veux, parce que j'adore voyager. Donc, c'est de pouvoir me dire, il n'y a que moi, en fait, qui est responsable de mes propres revenus. Je ne dépends pas d'une boîte, je ne dépends pas de la patron. Donc, avec tous les avantages et les inconvénients que ça représente. Mais je suis le seul maître à bord de mon bateau. Si je veux demain aller dans tel pays, je peux y aller. Si je veux demain revendre mon appartement de Paris pour en acheter un, j'en sais rien, moi, au Guatemala, j'y vais aussi. Enfin voilà, c'est vraiment de pouvoir avoir absolument toutes les possibilités, la pression tu vas pas d'être rentré dans une case de la vie ou une case confortable, mais une case, mais plutôt d'avoir créé ma propre case à moi, quoi. Pour avoir cette vision, déjà, est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu travaillais avec quelqu'un pour vraiment, là, tu parles de liberté, tu parles de devenir son propre patron. Est-ce que ça vient de la famille ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis? Parce que là, c'est un peu à la mode. Je suis désolée, je ne dis pas que toi, tu tombes dans la mode, mais c'est un peu ça, sur Internet. Liberté financière, on va aller à l'île Maurice, on va devenir riche et libre, etc. Toi, ça a l'air d'être les réflexions des plus longues durées, donc c'est pas récent, clairement. D'où ça vient? Oh bah clairement de mon père, hein. Ah là, c'est côté ton père, ok. Ah ouais, non, mais moi, je suis une vraie fille à papa, tu vois. Et depuis que je suis petite, je vois mon père qui monte son entreprise et je l'ai vu partir de zéro et arriver là où il est arrivé. Donc, en fait, toute ma vie, j'ai dit, moi, je veux faire comme papa et je veux être entrepreneur, quoi. Donc, Ok. voilà, c'est un rêve que j'ai depuis 28 ans maintenant, depuis le jour de ma naissance. Oui, mais peut-être pas quand même avec Ah, peut-être même avant, hein. avec Qui les sait, sucettes peut-être et que... tout. Ouais. Non, mais peut-être que quand j'étais dans le ventre de ma mère, il me racontait des histoires d'entrepreneuriat, on ne sait pas, hein. Surtout ta mère qui est en mode il faut donner, il faut donner. Alors, parlons de ta mère. Il n'y a pas que des négatifs en fait. Quels sont les aspects positifs que tu as appris clairement que voilà, tu fais les donations en fait de ton temps, de l'argent, etc. Qui sont les autres piliers qu'elle t'a donné avec sa personnalité? Alors, je fais juste une micro-parenthèse parce que c'est très drôle comme histoire, mais aujourd'hui, ma mère est devenue entrepreneur, hein. Non, ok. Voilà, depuis, je crois, 3-4 ans, enfin, elle est orthophoniste, donc elle est restée orthophoniste, mais elle a ouvert son cabinet, elle est à son compte en libéral, etc. Donc, elle est passée du côté lumineux de la force. Non, mais effectivement, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs
que j'adore et que je tire de son éducation à elle, c'est vraiment le fait de toujours se soucier des autres, le fait de vouloir donner et aider, parce que je pense clairement que c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur. Et je pense aussi le fait elle me l'a appris à sa manière, mais le fait de ne pas considérer l'argent comme l'outil de ton bonheur. Enfin, mon bonheur à moi, il n'est pas du tout lié à l'argent et je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Tu vois, et au contraire, j'ai envie de dire, plus je gagne de l'argent, moins je suis dépensière parce que en fait, mon bonheur ne dépend absolument pas de ça. Et ça vient à la fois de mon père, mais aussi beaucoup de ma mère, qui m'a appris à voir le bonheur dans les choses très, très simples. Plus tu gagnes de l'argent, moins tu dépenses. Ça veut dire Ouais. quoi? C'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est très simple de l'expliquer. C'est qu'avant, quand j'étais caissière ou même au début de retoucheuse photo, je bossais des horaires un petit peu pré-salariés, mais genre le week-end, le soir et tout, je faisais du shopping, j'allais boire des verres avec des amis, etc. Aujourd'hui, je travaille tellement que j'ai plus le temps de dépenser mon argent, en fait. C'est surtout ça Alors ça, c'est d'autres l'explication. choses, ouais. Ouais, et non, mais par contre, c'est vrai que j'investis énormément dans mon business, dans la formation, dans les choses comme ça. Ça, oui, oui, oui. C'est quoi les prix, en fait? Parce qu'on n'arrive pas à 0 à 25 000 euros. Comme ça, tu vois. Il a quand même les schémas parcourus, il a quand même l'effort à fournir, il a quand même peut-être les week-ends, les soirs que tu as passé à travailler, comme tu viens de le dire, sans sortir. C'est juste pour que ça soit clair pour tout le monde que oui, on peut avoir les histoires incroyables et il y a toujours les prix derrière. Les prix les plus simples et les moins chers à payer, c'est les prix qu'on va payer avec de l'argent, en fait, parce que c'est les ressources qu'on peut peut-être gagner un peu plus tard, c'est pas grave. L'investissement, c'est simple, on a payé, on a payé. Par contre, les prix des pressions, énergie, etc., là, c'est les parties cachées, on n'en parle pas souvent. Mais il y a toujours quelque chose derrière parce que c'est pas tout simple. 0 à 25 000 euros, c'est pas on vend ton café les matins et faire 2-3 appels qu'on y arrive, plupart des temps. Effectivement, si tu le regardes comme ça, c'est un prix, j'ai envie de dire presque inestimable, dans le sens, je ne l'ai pas ressenti comme un sacrifice parce que vraiment, j'aime ce que je fais, je suis passionnée. Mais pour ça, tu sacrifies 1 an et demi, sans week-end, sans vacances, sans sortie, où tu travailles 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà, globalement, c'est ça le prix pour arriver à ça. Est-ce que tu auras pu le faire si tu aurais été mariée avec des enfants? Alors, le faire, oui. Aussi vite, absolument pas. Mais je dis toujours quand les gens me demandent mais comment tu fais pour faire autant, pour faire aussi vite, etc. Je dis je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je bosse 14 heures par jour, je prends pas de week-end. Voilà comment je le fais. C'est Non simple, mais c'est vrai, il faut le dire. ça va, je prends pas les week-ends, c'est comme ça. Ok, non mais c'est important de préciser en fait parce que Oui, voilà, on voit souvent les histoires sur internet ou quelque part que c'est exceptionnel, c'est génial, etc. Et c'est bien, on peut arriver en fait. Il faut juste être conscience des prix que ça veut dire derrière. Parce que les jalousies, ça vient d'où? Plupart des temps. On va un petit bout des histoires qui nous plaît. On dit en punaise, 15 mois, on est arrivé 0 à 25 000 euros, c'est génial, j'ai vu la même chose, on va avoir envie de faire la même chose. Mais dès qu'on va voir les full pictures, dès qu'on va voir les totalités des histoires, on dit est-ce que je l'ai vu vraiment? Et là, c'est la même chose pour tout, l'augmentation des revenus, l'investissement, parce que pareil, on peut dire, la nana, elle a passé 0 à 25 appartements en un an. On va avoir beaucoup d'histoires comme ça, c'est génial. Je peux vous dire que pour faire ça, il faut aller, hein, il faut vraiment, avec toutes les visites, les signatures, etc. On reste quand même sur les finances personnelles, donc bien évidemment, on parle des finances personnelles, mais c'est pas que de l'argent, en fait, qui compte. Il y a aussi les énergies, les temps, les relations sociales, tout ce qui est autour. Juste une petite remarque. On va revenir vers les histoires avec les accompagnements en fait, parce qu'effectivement, tu viens de dire que tu ne te fais pas accompagner dans la durée, donc tu te fais accompagner à 2 reprises seulement, et sinon, si tu te auto-coaches toi-même. exactement. On est d'accord que tu as dû changer l'état d'esprit quelque part, ou le mindset quelque part, pour arriver à tel résultat. Tu ne peux pas gagner autant avec le même état d'esprit que tu as eu comme tu as gagné 0. Tous les jours, tu dois travailler sur toi. Pratiquement tous les jours, je me dis ok, là, j'ai fait un pas supplémentaire dans mon développement personnel, tu vois. Tu es obligé en fait de travailler très fort et très rapidement pour t'adapter en fait à tes objectifs, à tes ambitions et aux résultats que tu génères. Et pour toi, ça se passe en auto-coaching. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, l'auto-coaching, c'est la capacité, en fait, quand tu sens que tu rencontres un blocage, donc déjà, il faut avoir conscience que tu es face à un blocage, de te poser, ça peut être littéralement ou ça peut être pendant plusieurs jours, d'y réfléchir en arrière-plan et d'analyser, en fait, OK, c'est quoi la situation?
comment moi je réagis à cette situation. C'est quoi les émotions que je ressens? C'est quoi les pensées qui viennent en tête? Physiquement, comment est-ce que je sens mes tripes qui se tordent? Est-ce que je sens que j'ai les mains moites? Enfin, c'est vraiment d'analyser tout ça et ensuite d'arriver à se poser la question pourquoi est-ce que je ressens tout ça? D'où ça vient? Et en fait, plus tu t'entraînes à faire ça, plus tu vas arriver à rapidement analyser d'où ça vient. Et une fois que tu as analysé d'où vient le blocage, la cause, donc ça peut être des trucs d'éducation, des croyances limitantes, des traumatismes que tu as vécus, des mauvaises expériences que tu as rencontrées, etc., commencer à mettre en place un plan d'action. Ok, donc ça appartient au passé. Pour le futur, qu'est-ce que je fais? Quel plan d'action que je peux construire? Et tu vois, petit à petit, comme ça, tu arrives à t'en sortir. Alors, c'est la version très résumée. Évidemment, ça ne se Ouais. fait pas aussi vite dans ta tête. Ça peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, etc. Mais c'est un peu le principe de l'auto-coaching. C'est le travail que tu fais avec un coach, mais qu'en fait, tu as la capacité de te faire dans ta tête. Oui, en fait, c'est incroyable parce que d'habitude, on s'est fait accompagner pour ça. Donc, c'est d'où on peut travailler avec les psychologues, on peut travailler avec un coach en développement personnel, on peut travailler avec n'importe quel autre coach, etc. Toutes les pratiques de Theta Healing, etc., c'est à peu près ça. Sauf tu te fais accompagner. Sauf là, tu as une capacité de faire l'abstraction de tes émotions et les analyser en fait toi-même, de dire que voilà, qu'est-ce que je ressens c'est ça. Donc cette capacité d'analyse qui doit être énorme, c'était toujours été comme ça, tu l'as appris Alors, quand j'y pense, déjà, je l'ai appris parce que je suis actuellement en école de coaching pour me former en tant que coach, etc. Donc, c'est des choses que tu apprends à faire, des méthodologies que tu apprends à faire. Mais quand je me projette plus loin, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Enfin, j'ai des images de moi quand j'étais petite, donc je devais avoir 14, 15 ans, enfin, j'étais adolescente. Avec mes parents, j'adorais quand on était en voiture, j'adorais les transports, voiture, train, bateau, avion, etc. Parce qu'en fait, les transports, c'était mon moment, moi j'appelais ça à l'époque mon moment de philosophie. Et en fait, je me rends compte qu'à l'époque, je faisais de l'auto-coaching parce que je me rappelle que je fermais les yeux, je mettais toujours la tête contre la vitre et j'adorais les longs trajets parce que je passais mes trajets à analyser tout ce qui se passait dans ma tête, mes émotions, ce que j'avais observé dans la société, qu'est-ce que j'en déduisais, quelles étaient les ficelles qui étaient tirées, pourquoi est-ce qu'une personne avait dit ça au repas et qu'est-ce que ça avait généré chez les autres personnes. En fait, je fais ça depuis que je suis toute petite. J'ai jamais testé un accompagnement sur le très long terme, donc je peux pas dire si ça fonctionne ou pas pour moi, mais j'en ressens pas le besoin aujourd'hui parce que dès que je rencontre un blocage, j'arrive à le débloquer toute seule. Donc je me dis, je vais pas aller payer quelqu'un pour le faire si j'y arrive déjà toute seule, quoi. Tout cette réussite, parce qu'on peut dire dans réussite, tu as développé quelque chose assez rapidement avec les résultats qui est considéré dans les sociétés d'être incroyable. Peut-être si on va aller aux États-Unis et quelque part, on va dire 25 000 euros par mois, c'est pas très important. En France, en tout cas, quand on regarde les niveaux des salaires moyens, quand on regarde les niveaux des revenus dans les foyers, c'est considéré comme les résultats qui est incroyable. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Absolument rien. Mais en fait, c'est ça le truc, Katia, c'est que j'aime l'argent, mais mon bonheur ne dépend tellement pas de l'argent qu'en fait, que j'ai 25 000 euros de plus ou de moins dans mon compte bancaire, ça change rien. Sauf que je me dis que je vais pouvoir enfin refaire ma salle de bain, tu vois. Qui est la pièce que j'ai envie Ok, c'est de ça refaire les depuis clés en 4 fait. ans, quoi. Je veux faire ma salle de bain, c'est pour ça que je bosse pendant les week-ends. Voilà. Non, mais effectivement, du coup, après, maintenant, je sais que, enfin, c'est des paliers pour moi parce que je sais exactement où je veux aller avec mon business. Donc, je me dis, OK, j'ai débloqué ce palier-là. Donc, je vais pouvoir investir dans ci, dans ça et commencer à mettre en marche tel ou tel projet, etc. Donc, je le vois plutôt comme ça. Mais j'ai rien changé à mon style de vie. C'est pas parce que j'ai gagné 25 000 euros au mois d'avril que je change les marques de vêtements chez qui j'investis ou le type de nourriture que je mange ou les gens que je fréquente ou les bouteilles que j'ordonne au bar. Enfin, ça reste la même chose. Tu as quand même changé un peu ton style de vie au moment que tu as commencé à gagner plus. Mais tu l'as augmenté par palier aussi. J'imagine tu t'es permis peut-être, je sais pas, une petite folie en plus, une petite dépense en plus, mais on est d'accord que c'est pas un jour de lendemain qu'on commence à claquer en totalité des revenus. Pour les gens qui rêvent de ça, tu sais, on a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui a vraiment cette idée dans la tête. Les jours, je vais avoir X. Au moment, je vais gagner Y. Quand je vais avoir tant, tout va changer. Ma vie va changer. Et c'est vraiment la croyance qui est hyper forte. On a toujours cette réflexion dans les futurs. Au ces moments-là, je vais changer. Au ces moments-là, je vais peut-être investir. Au ces moments-là, je vais économiser. Au ces moments-là, je vais enfin commencer à épargner. Vraiment, cette notion en tête, toi qui es arrivé à un résultat beaucoup plus rapidement que les autres, qui nous dit que ça ne change absolument rien dans ta vie. Pourquoi? Est-ce que tu as la réflexion à partager? Pourquoi ça n'a rien changé dans ma vie? Ouais. Ben,
On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que c'était ma capacité. J'étais déjà tellement heureuse où j'étais avant et je sais à quoi est dû mon bonheur, tu vois, je sais ce qu'il me faut, qu'en fait, je ne le fais pas dépendre de l'argent. Et ça, Ça, en fait, tu peux l'apprendre même au moment où tu n'y gagnes pas nécessairement 25 000 € par mois. On est d'accord que tu peux commencer à l'apprendre, même quand tu étais dans les supermarchés. Tu as gagné combien à l'époque? Alors, le supermarché, je gagnais, je parle en net, hein, dans ma poche, etc. Je gagnais entre 900 et 1100 euros par mois en fonction si j'ai travaillé le dimanche et tout. Ok, et tu étais toujours heureuse en fait. Bah oui, j'étais heureuse, j'étais avec un mec que j'aimais, on faisait plein de trucs trop bien et tout. Et même quand j'étais freelance, j'étais très heureuse parce que je m'épanouissais dans mon boulot, puis j'avais mes amis. Et aujourd'hui, mon style de vie n'est pas différent que quand j'étais freelance ou quand j'étais caissière, sauf que j'ai juste la liberté aujourd'hui. Par exemple, si à un moment je suis fatiguée et qu'il est tard et que j'ai pas envie de prendre le métro, bah, je peux me payer un Uber et je sais que ça va pas me faire un trou dans mes dépenses. Ou je peux commander à manger en livraison quand j'en ai envie sans me dire est-ce que c'est raisonnable ou pas. C'est juste ces petits bonheurs au quotidien, mais il n'y a pas de gros changements dans mon rythme de C'est vie, quoi. plus le confort qui s'ajoute petit à petit en fait. Tu te permets de passer au niveau de confort supérieur qui est plus important. Le confort est de me dire que j'ai pas. Ça, c'est un truc, mais ça, c'est très personnel. Moi, je me suis toujours dit, je veux juste gagner assez d'argent. Mon minimum, c'est pour que moi, j'ai pas vraiment besoin de regarder mon compte tous les jours et de me soucier de mes dépenses. Je suis pas enfin, je suis pas très dépensière, mais j'avais pas envie de regarder mes dépenses comme j'ai pu le faire quand j'étais étudiante ou même quand j'étais caissière, parce que là, ton Uber, ça peut faire une différence, tu vois. Mhm. Mais du coup, question piège. Tu aurais pu t'arrêter. Bah, j'étais prévenue quand même, hein. Tu dis, tu n'as pas très dépensière. Tu calcules combien tu dépenses en loyer, en crédit, si c'est l'appartement que tu as acheté, en nourriture, etc. Imaginons que tu as calculé que tu dépenses 2 000 €, ok? Mhm. Tu gagnes à peu près 3 500. C'est largement suffisant. Ça couvre toutes les dépenses, etc. Donc, tu aurais pu t'arrêter là, de dire ça suffit en fait. Comme mon train de vie, ça n'y change pas, je ne suis pas plus heureuse. Pourquoi tu allais chercher à gagner plus? Bah, en fait, j'ai pas cherché à gagner plus. C'est le fait que je gagne plus, c'est la conséquence de mon ambition et de mes objectifs en business. Je sais pas si Ok. je. Oui, oui, c'est très clair, mais je vais reformuler au cas où. En tout cas, pour moi, c'est hyper clair en fait. Tu as l'ambition d'aider les gens, de devenir un coach qui va avoir l'impact. Peut-être, on ne va pas dévoiler tous tes projets qui vont venir, mais il y a certains qui sont hyper intéressants où tu vas quand même faire les changements. C'est ça que tu cherches à faire. Et comme bonus, toute seule, ça arrive que tu gagnes de l'argent à côté. Ouais, c'est une version, c'est une Très version simpliste. Très très simpliste, simpliste. mais c'est exactement ça. Si je donne un exemple concret, mettons si en 2021, j'ai envie de me dire, j'ai envie d'impacter le maximum de gens, parce que ça, c'est moi ma raison de vivre, ma mission de vie, c'est d'impacter et d'inspirer le maximum d'entrepreneurs pour leur montrer qu'il n'y a pas que le salariat dans la vie. L'entrepreneuriat, c'est aussi une option. Ça devrait être une option qui nous est présentée dès la maternelle, donc et que c'est pas compliqué. Donc c'est ça mon message. Et si je me dis, j'ai envie de passer mon message au plus grand nombre. Bah, je peux organiser par exemple une conférence devant 1000 personnes. Et du coup, tu organises ta conférence, tu fais rentrer 1000 personnes. Mais déjà, ça va te rapporter de l'argent. Tu fais à peu près bien les choses. Mais en plus, sur ces 1000 personnes, il y en a peut-être qui vont vouloir acheter des produits, des accompagnements, des coachings après. Donc forcément, ça va augmenter ton niveau de revenu. Puis quand tu commences à avoir beaucoup, beaucoup de demandes en coaching, bah, tu augmentes tes prix pour faire un petit peu de tri. Donc ça augmente aussi ton niveau de revenu. Mais Voilà. toi, tu étais toujours en mode aider les gens, etc. Est-ce que ça arrivait qu'après ou au début? Parce que j'imagine, comme tu lances une activité au tout début, tu as des factures à payer, tu as quand même les dépenses qui ne sont pas négligeables. Est-ce qu'on peut être autant visionnaire et rêver vraiment des changements à l'humanité pour du mieux si on n'a rien à manger? Est-ce qu'au début, on se lance parce qu'il me faut 2 000 € par mois, sinon je vais mourir, tout simplement? Je pense que les deux ne sont pas compatibles. En fait, tu peux avoir une grande vision, mais il faut aussi avoir conscience de c'est quoi le premier palier. Tu vois, le premier palier, c'est d'assurer moi, ma famille, ma sécurité, mes revenus, mon loyer, ma nourriture, etc. Ça, c'est ton tout premier palier. Mhm. Mais ça peut être le palier d'une très grande échelle. Alors, d'autres questions que je voulais te poser dans ces cas-là. En fait, là, tu parles beaucoup de développement personnel, dépasser tes blocages, comment tu vas travailler sur ton mindset, etc. Déjà, comment tu te rends compte que tu as des blocages et ensuite, comment tu t'es rendu compte que tu as les blocages? Si on parle des finances personnelles, parce on reste toujours sur finances personnelles, on s'est rendu compte que on n'a pas l'éducation financière dans les familles. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je pense que déjà, en prendre conscience, c'est le premier grand pas. Et ensuite, bah, déjà, tu vas décider si tu as envie de travailler dessus ou pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent
ne pas être prêt tout de suite. Mais quand tu es décidé à dire « Ok, je veux faire sauter ce blocage parce que ça me pourrit la vie ou ça m'empêche d'atteindre mon prochain objectif », là, tu peux faire de l'auto-coaching, tu peux travailler ton développement personnel. Moi, je conseille toujours, même gratuitement, tu as des dizaines de milliers de vidéos YouTube sur la question, etc., que tu peux écouter, faire les exercices, etc. Ou alors, tu fais appel à un coach, genre toi, par exemple, Katia. Merci Tout pour le les monde petites devrait promos. avoir… Oui, si ça vous intéresse, coaching et finances personnelles, en tout cas, vous allez voir tous les liens avec toutes les ressources gratuits déjà. Donc, parce que vous pouvez aller chercher sur Internet. Moi, personnellement, c'est toujours aussi en palier. Il y a certains gens qui vont aller chercher les ressources gratuites. D'où le fait que pour les finances personnelles, par exemple, je donne les tableaux budget gratuitement, je donne les workbooks, etc. Mais donc là, vous avez compris, il faut aller regarder les liens en dessous de cette vidéo. Je reviens vers les choses que tu viens de dire qui est hyper important. Se rendre compte du fait que tu as le blocage, c'est déjà hyper important. C'est pas simple. Mais comme on ne se rend pas compte, comment on peut savoir? Alors, je pense qu'il y a plein de petits signaux d'alarme. Après, on choisit de les voir ou pas. Mais par exemple, si on reçoit un feedback de notre entourage, même nous, on peut le percevoir comme une critique, mais quelque chose qui revient tout le temps, bah, peut-être que des fois, il faut se demander s'il n'y a pas une part de vérité, tu vois. Si par exemple, tout le monde commence à dire non, mais toi, t'es trop un gripsou, enfin, t'es trop radin et tout, puis que ça commence à devenir une blague. À chaque fois que tu vas au restaurant, tes potes ils disent oh, on va pas demander à Aline de payer, hein, de toute façon, elle paye jamais tout. Bah, ça, c'est déjà un premier signal d'alarme parce que c'est ce qu'on dit dans toutes les blagues, il y a 50% de vérité. Ouais. Il peut y avoir, nous, on se dit, bah, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, tous les mois, je suis à découvert alors que je gagne 500 000, que je gagne 5 000 euros net par mois. Comment je fais pour être à découvert? Je ne sais pas où passe cet argent. Enfin, déjà, deuxième sonnette d'alarme. Il y a peut-être un truc bizarre si toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'entre les feedbacks qu'on peut recevoir, nous, les choses que j'appelle en coaching, les schémas qu'on voit se reproduire tout le temps, on se dit, mais pourquoi à chaque fois ça fait ça? Pourquoi dans ma vie perso, à chaque fois, j'attire que les connards en couple? Bah, généralement, il y a un gros schéma derrière ça. Donc, si on voit quelque chose qu'on n'aime pas, mais qui se répète sans cesse, bah, généralement, c'est signe qu'il y a un blocage et que nous, on fait des actions derrière qui conduisent à ça de manière consciente ou inconsciente. Mhm. Et tu crois qu'on peut travailler avec ce schéma? Si par exemple, on a quelqu'un qui nous suit, qui nous écoute à ces moments-là, qui a passé en entrepreneuriat et dit « Je n'arrive pas à dépasser les paliers des 2 000 euros par mois, par exemple. Là, j'ai fait tout, honnêtement. Je ne sais pas d'où vient le problème. J'ai pris les formations en vente, j'ai fait mon marketing, etc. Ça n'arrive pas. Je n'ai aucune idée d'où vient les blocages. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bah alors là, franchement, le plus simple, c'est de faire appel à un coach. Parce que le coach, déjà, il est formé dans la méthodologie sur comment il va te faire travailler sur tes blocages et comment il peut aller les détecter. Et en plus, c'est quelqu'un qui a un recul sur toi. C'est-à-dire que, et puis on est formé à ça en tant que coach, on analyse la façon dont la personne pense, on analyse les mots qu'elle utilise, on analyse les idées reçues. Et nous, les blocages, généralement, on les voit, mais genre comme un gilet jaune en pleine ruée, quoi, tu vois. Enfin, on voit le truc qui clignote de loin. Enfin, en fait, quand toi, tu es dans ta tête, c'est très, 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 très compliqué, mais même quand tu es coach, de t'en rendre compte parce que tu as ce qu'on a dit, tu as le nez dans ta merde. Ouais. Alors que quand tu es un observateur extérieur, généralement, tu vois hyper rapidement le schéma, le modèle dans lequel la personne elle retourne Ouais. tout le temps. Donc, tu peux lui faire ce feedback et l'aider à s'en sortir. Ok. Donc, Là, les parties un peu touchy, en tout cas pour moi, en tant que coach en finances personnelles, tu vois ces trucs qui clignotent, mais tout de suite en fait. Mais tu sais que tu ne peux pas l'annoncer parce non. que ça ne va pas être reçu. Tu ne peux pas juste dire, là, tu as les problèmes, tu as un problème, tu as les problèmes. Les personnes ne vont pas accepter. Les personnes, elles vont vraiment faire les zoom out, tu vas voir les ignorances totales, j'attends rien, j'attends rien. Donc, en tant que coach, comment on va déterminer les bons coachs et les mauvais coachs, en tout cas pour moi, c'est que cette capacité de peut-être poser les questions, et si on fait comme ça, et si on fait comme ça, etc., pour te faire arriver à avoir tes blocages. Est-ce que tu fais la même chose dans tes coachings? Ça me Tout à dérive des fait. finances personnelles, mais c'est hyper intéressant. Non, mais tout à fait, parce que de toute façon, être coach, c'est ça, c'est de pas dire, de pas mettre le doigt sur le problème en disant tiens, c'est ça ton problème. Enfin, ça, c'est tu descends la personne. Donc, c'est tout l'art de comment tu vas l'accompagner pour que lui-même fasse la prise de conscience. C'est poser les bonnes questions, faire les bonnes remarques, le challenger de la bonne manière, etc. Mais effectivement, moi, j'essaie toujours de l'aider à constater qu'il y a des angles morts
en le faisant changer d'angle de vue. Tiens, si c'était ta copine qui vivait ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Tiens, si tu observais ça chez ton collègue, qu'est-ce que tu te dirais toi dans ta tête? Ah, ok, tu n'es pas content parce que ton patron a dit ça, mais à ton avis, pourquoi ton patron, qu'est-ce qui a fait qu'il t'a dit ça, tu vois? Et en fait, en obligeant ton coaché à changer de point de vue constamment, il va se forcer justement à réouvrir ses angles morts et à faire ses prises de conscience. Ok, on est d'accord qu'on peut faire la même chose en finance personnelle. Même si tu n'es pas coach en finance personnelle, ça reste un domaine de développement personnel Tout où à on fait. peut améliorer des choses en fait. Et c'est important de travailler. Est-ce que tu 100%. auras pu arriver à tel niveau de revenu aujourd'hui si tu auras complètement ignoré les finances? Non, 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 je pense que non, non, tu peux pas. Enfin, tout simplement, tu es quand même obligé de savoir un minimum, ne serait-ce par exemple que pour fixer tes tarifs, il faut connaître tes coûts, tes charges, tes impôts, ta TVA. Enfin, il y a tellement de trucs à prendre en compte que si tu ne regardes pas, tu fais n'importe quoi. On est d'accord. Les remarques que j'ai souvent, mais c'est pas drôle, c'est à la limite chiant. Je vais vraiment utiliser le langage que j'ai à temps, c'est envieux. Je t'avoue, moi, c'est pas mon amour premier, tu vois. Enfin, j'aime voir de l'argent qui rentre sur mon compte, mais après m'en occuper et tout machin, c'est pas non plus ma joie de vivre. Mais je pense que c'est important. C'est comme les gens qui aiment pas trop le sport, mais qui ont conscience que c'est important, ou les gens qui aiment pas se brosser les dents le soir, mais qui ont conscience que c'est important pour rester, pour avoir une bouche en bonne santé. C'est pareil, tu t'occupes de tes finances parce que c'est important dans ta vie. Et Mhm. encore une fois, moi, je le vois comme un échelon sur l'échelle de ce que je veux atteindre. Donc, c'est peut-être pas l'échelon le plus sexy du monde, mais c'est un échelon qu'il faut grimper quand même. Tu vois les corrélations entre les finances qui rentrent et ton estime en soi. Alors, pas mon estime de moi, non, mais la validation que je suis sur la bonne voie, par contre. Ok. Dans ce cas-là, je pose des questions à l'inverse. Est-ce que ton estime en soi a l'impact sur les chiffres d'affaires? Ça, je pense que oui. Franchement, je pense que oui. En fait, alors, si l'estime si l'estime de moi a un impact sur mon chiffre d'affaires, oui, parce que forcément, plus tu as de confiance en toi, mieux en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que salarié, plus tu peux te vendre. Tu peux aller voir ton patron et lui demander une augmentation avec une posture, avec des arguments qui vont faire que la personne va avoir envie de te dire oui, alors que si tu arrives tout comme ça et que tu sais même pas argumenter, personne va te dire oui dans la vie. Donc, très clairement, il y a tout qui change dans ta communication et donc les résultats qui vont avec. Même en fait, pas que pour négocier des salaires, si tu as vraiment ton estime, tu sais combien tu vaux tout simplement. Et si au bout d'un moment, on n'arrive pas à les obtenir dans le travail où tu es actuellement, tu peux très bien dire, mais c'est pas moi en fait. Je sais pas si, je pense que tout le monde a vu les exemples des gens comme ça, de dire non, ça, c'est pas acceptable pour moi. Donc, je vais pas accepter ça, je vais aller chercher ailleurs, ou je vais négocier mieux, ou je vais peut-être effectivement devenir un entrepreneur parce que je me sens bloquée dans mon poste actuel. Et donc, l'estime en soi, il a l'impact direct quand même sur les chiffres d'affaires qui va rentrer. C'est nécessaire en fait. C'est l'impact direct sur quel type de business on va aller chercher, comment on va se présenter, comment on va vendre, comment on va parler de nos services. Et tout ça, comme Aline nous a bien expliqué tout à l'heure, les bonus, c'est que tu vas voir combien tombe en vente à la fin des mois en fait. Aline, je te remercie énormément. C'était hyper intéressant. C'était hyper enrichissant en tout cas. Merci pour les partages. Tu nous as vraiment tout partagé sans rien cacher et tout. Je sens que ça va être hyper enrichissant pour les gens. Sachez que tu m'as dit si tu es d'accord avec moi. Tout est faisable. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut obtenir tout ce qu'on veut dans cette vie. On peut devenir tout ce qu'on veut nous-mêmes. Tout est dans nos têtes. N'importe quelle réussite, 80% c'est dans la tête. Il n'y a que 20% des outils dans mon domaine. Les outils, ça va être budget, Excel, applications mobiles, etc. Dans les domaines d'Aline, ça va être peut-être marketing, comment créer les sites web, comment écrire les posts sur Instagram, etc. Tout est dans la tête. Est-ce que tu es d'accord? En tout cas, c'est les conclusions que je tire après toutes les discussions avec toi, les chemins que tu as parcourus, les changements que tu as eus. C'est les conclusions qui viennent à l'esprit. Tout est faisable, mais il faut y travailler en fait. Tout est faisable à condition de travailler très dur et de travailler aussi dur sur soi. Ouais, pour améliorer en fait. On est d'accord que tu ne peux pas avoir les résultats qui sont incroyables si tu restes toujours au même état d'esprit, au même niveau des connaissances, au même niveau des réflexions par rapport à soi. Donc, tu ne peux pas avoir les résultats différents si toi, tu ne changes pas. Ouais, complètement d'accord avec ça. C'est bien. J'ai bien formulé ce dont on a parlé. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci Katia, c'était trop sympa de parler de ça avec toi. Ouais, salut.